Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi. Je sais que pour certains et certaines, le salon est déjà bien entamé, donc merci de passer ce temps en notre compagnie. Moi, je suis Guillaume Ledy, journaliste et directeur éditorial pour l'ADN, et j'ai le plaisir de vous accueillir donc cet après-midi pour cette table ronde consacrée à un enjeu qui commence à devenir plutôt urgent, la résilience et la régénération de nos forêts, qui sont, comme vous le savez, les piliers de nos écosystèmes et de nos terroirs. Je dis que vous le savez parce que vous êtes ici à ProDurable, mais il faut quand même le préciser pour celles et ceux qui sont un petit peu moins au courant. Les forêts jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité, évidemment la captation du CO2 et la régulation des cycles de l'eau. Par ailleurs, elles jouent le rôle de sentinelles. Elles sont déjà en première ligne face aux effets dévastateurs des dérèglements climatiques. Sécheresse, incendie, dépérissement menacent ces précieux espaces et l'urgence de les préserver n'a jamais été aussi grande jusqu'à, évidemment, l'année prochaine. L'idée aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble aux solutions pour protéger ces écosystèmes, renforcer leur résilience au sein de nos terroirs, tout en se penchant sur le rôle que peuvent jouer les entreprises dans cette démarche, d'où la vidéo que vous voyez tourner derrière moi. On a donc décidé d'aborder cette thématique en deux temps, en deux échanges distincts. D'abord, une exploration des initiatives qui visent à adapter nos forêts au dérèglement climatique, en mettant en lumière les collaborations entre acteurs publics et privés. Et puis ensuite, une plongée dans les innovations en matière de gestion durable de ces mêmes forêts, notamment au travers d'un cas particulier, celui de la forêt de Clairefontaine. Mais je ne vais pas spoiler plus que ça. Quand je dis, juste petite précision, qu'on a décidé d'aborder la question, il s'agit du groupe Pernod Ricard, leader des spiritueux premium, au travers de quelques 240 marques, peut-être que vous le savez, et parmi ces marques, il y en a une pour qui la préservation, c'est bien, hein, de la forêt est essentielle et dont le logo s'affiche à l'instant juste derrière moi. Alors, pour évoquer cette question de la résilience et de la régénération de nos forêts, je vais passer à la slide suivante. Je vous prie de bien vouloir accueillir sur scène Frédéric Lecomte, délégué général mécénat à l'Office national des forêts. Vous pouvez l'applaudir, c'est toujours plus sympathique. Merci pour elle. Donc, délégué général mécénat à l'Office national des forêts, comme sa chemise l'indique, et Sonia Lemann, directrice RSE chez Martel Moum Perrier Jouette, dont vous avez vu le logo. Voilà. Bonjour Sonia. Bonjour Frédéric, vous pouvez prendre votre petit micro. Merci d'être avec nous. Ma première question, elle se pose, je vais la poser à vous, Frédéric Lecomte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les forêts pour lesquelles vous travaillez au quotidien sont essentielles, comme le nom de la table ronde l'indique, à la résilience et à la régénération de nos terroirs? Alors, bonjour à tous. Donc, vous êtes dans cette salle, donc j'imagine que vous savez quelques rudiments sur la forêt, mais ce qui est très important, c'est que ces forêts, elles sont essentielles à nos vies. On l'a dit tout à l'heure, elles sont régulatrices des grands équilibres du climat et de l'eau. C'est le deuxième puits de carbone après les océans. C'est une source de biodiversité. Et ce sont aussi ces forêts qui nous fournissent le bois, matériau renouvelable dont nous avons besoin pour nous abriter, mais aussi pour faire des barriques. Par exemple. On va en parler tout à l'heure. Et elle est un espace de bien-être, de loisirs. Et elle est aussi un élément très important de nos paysages. La forêt occupe en France métropolitaine 31% du territoire. Donc c'est dire que en termes de vision par le territoire, c'est absolument considérable. Et la filière forêt-bois, c'est 400 000 emplois. Donc c'est quasiment autant que l'automobile. Donc les forêts, effectivement, sont au cœur du développement des territoires. Et si elles sont au cœur de la transition énergétique et écologique, et une partie de la solution par rapport à la problématique du changement climatique, elles sont très fortement impactées par celui-ci. En fait, depuis 2018, on a vécu plusieurs époques, plusieurs périodes de sécheresse qui ont considérablement affecté les forêts. Et nos forêts, enfin, l'état de nos forêts se dégrade. On a beaucoup de dépérissement, on a des crises sanitaires, le tout aggravé par des phénomènes extrêmes type tempête, incendie. Et aujourd'hui, dans
dans les forêts, on constate une augmentation de plus de 80% du taux de mortalité d'arbres depuis 10 ans. Dans les forêts françaises ? Dans les forêts françaises, je parle des forêts de métropole, et une division par 2 de la capacité de séquestration du carbone. Donc c'est effectivement un souci majeur. Donc tout le territoire aujourd'hui est concerné en forêt publique. Ça représente 300 000 hectares dépérissants aujourd'hui. C'est 300 fois la surface de Paris. Donc voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. Et la mission de l'ONF, donc Office national des forêts, c'est de gérer la forêt publique, c'est-à-dire d'avoir aujourd'hui des forêts en bonne santé et d'avoir aussi demain des forêts en bonne santé pour les générations à venir. Et bien sûr, ce changement climatique, nous, on le prend de plein fouet dans notre gestion. Et on doit adapter notre gestion pour rendre les forêts pour les adapter, les rendre plus résilientes face au changement climatique. Donc, comment on fait ? Voilà. Comment on fait ? Merci de me faire mes transitions. Déjà, on va conforter les outils d'observation et de suivi. Le travail de forestier, c'est un travail avant tout d'observation. On regarde ce qui se passe et voilà, on fait des hypothèses, on en déduit un certain nombre de choses. Et bien sûr, il faut suivre tout ça. Et là, on travaille de plus en plus en fait avec les chercheurs et puis avec des technologies nouvelles pour disposer d'outils plus performants pour mieux suivre ces forêts dans ce contexte difficile. On va aussi diversifier en tout. On va diversifier les essences, on va diversifier les juxtapositions de milieux, les modes de gestion. L'idée, c'est en fait d'avoir une forêt mosaïque, donc une forêt très diversifiée, en petite surface juxtaposée, pour limiter les risques. On va aussi privilégier la régénération naturelle. C'est quelque chose qu'on fait depuis toujours, 80% de régénération naturelle dans les forêts publiques. Mais là, avec ce contexte du changement climatique, on peut être amené parfois à devoir planter pour changer d'essence. Et donc ça, c'est des choses qu'on regarde au cas par cas de manière très précise. Et puis, on va aussi innover et expérimenter. Donc ça veut dire de la migration assistée, aller chercher des provenances du sud de nos essences, les adapter au nord pour favoriser aussi une hybridation génétique. Et puis éventuellement tester des nouvelles essences sur des toutes petites surfaces dans un cadre expérimental qui sont les îlots d'avenir. Donc voilà un petit peu, c'est très, très rapide, mais un ensemble de solutions que l'on met actuellement en pratique. Et l'idée, c'est d'avancer pas à pas et bien sûr de réajuster. Et pour avancer pas à pas, vous êtes un office national, donc un organisme public, mais vous êtes aussi soutenu dans certaines initiatives par des acteurs privés, d'où effectivement votre présence ici, Sonia Lemann. En quoi le partenariat que vous développez avec l'ONF consiste déjà, et en quoi il vous permet d'appuyer les stratégies qu'évoquait à l'instant Frédéric Lecomte ? Alors, déjà, pourquoi la société Martel a ce partenariat qui a 10 ans cette année avec l'ONF depuis le 19e siècle. Donc c'est une maison de cognac qui a 300 ans et qui fabrique du cognac et qui utilise pour ce faire des barriques en chêne. Et c'est un chêne particulier, c'est un chêne sessile à grains fins. Et c'est cette qualité de bois qui va donner toute son élégance et tous ses arômes aux eaux de vie. Donc il y a une relation très proche avec le bois pour la maison. Et donc ça s'inscrit de fait dans notre stratégie de développement durable comme une ressource. Et ça fait aussi écho, ce qu'a dit Frédéric, à beaucoup de choses qu'on gère aussi dans les vignobles, puisque notre autre ressource critique, évidemment, c'est le raisin. Et donc, de la même façon, dans les vignobles, alors à la fois les vignobles en propre, on a la chance à Cognac d'avoir un domaine, le domaine Jean Martel qui fait 450 hectares, mais aussi chez les partenaires avec qui on travaille, on constate des sols dégradés. Donc, on a lancé en 2020-2021 des analyses de sols qui ont montré des sols compactés avec une vie du sol qui est affaiblie. Et donc, on a lancé un grand programme d'expérimentation
et qui s'est déployé au fil du temps, aujourd'hui qui concerne l'ensemble des surfaces qu'on a en propre. Et il y a beaucoup d'échos, en fait, entre ce qu'on vit dans les forêts et ce qu'on vit dans les vignobles. On travaille de la même façon sur 3 niveaux, la fertilité du sol avec des couverts, on travaille sur la santé de la plante avec l'utilisation de produits bioalternatifs, par exemple, et sur la biodiversité des paysages et leur fonctionnalité, avec la création d'îlots de biodiversité, de corridors écologiques. Donc on comprend bien que ça va plus loin que le simple sourcing de matières premières, ce partenariat avec l'ONF. Vous dites qu'il existe depuis 10 ans. Comment il a évolué et quelles initiatives particulières sont à mettre en lumière pour le public de ProDurable aujourd'hui ? Alors depuis 10 ans, il y a eu une multitude de projets dans 5 forêts françaises. Donc il y a la forêt de la Braconne, de Bercé, de la Jonchère, de Troncet, etc. Et il y a eu différents types de projets. Donc généralement, c'est des projets qui s'étalent au minimum sur 2 ans. Ça peut être des projets de restauration ou de protection. On a eu aussi des projets de préservation et d'arbres remarquables, avec des artistes, par exemple. Ça peut être des projets d'aménagement et d'accessibilité au public, et y compris des publics à mobilité réduite. Et puis, donc, depuis 2 ans, on se concentre sur des projets qui sont plus, qu'on appelle des projets de transmission, qui sont des projets liés à l'adaptation au changement climatique et donc des projets qu'a un peu évoqué Frédéric sur le fait de tester de nouvelles variétés. Sur la Jonchère, par exemple, il y a un arboretum qui permet de regarder comment vont évoluer ces espèces. Et de la même façon, ça fait écho à des projets qu'on a dans la vigne, puisqu'en 2016, on a aussi lancé un programme de recherche variétale. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur ces sujets et puis aussi de pouvoir échanger. Pour anticiper au mieux, évidemment, les effets du dérèglement en cours. Frédéric Lecomte, vous êtes donc directrice générale mécénat de l'ONF. En quoi les acteurs privés sont importants dans ces efforts de préservation? C'est-à-dire, ma question est de savoir, est-ce que ça se développe déjà? Si oui, comment? Et est-ce qu'ils sont essentiels dans la préservation de nos forêts à l'heure actuelle? Vous n'allez pas me dire le contraire, sans doute. Bon, en fait, le mécénat nous apporte des financements complémentaires en sus de nos ressources propres, puisque l'ONF est un établissement public à caractère industriel et commercial, donc il s'autofinance en partie, et des aides de l'État qui ont été très importantes pendant suite à cette période de dépérissement majeur. Hein, et donc ce type de collaboration, en fait, a souvent un effet levier, c'est-à-dire que l'apport de mécénat, donc d'entreprises privées, peut déclencher des financements publics et inversement. Et c'est surtout quelque chose qu'on observe dans les projets à fort ancrage territorial, comme on l'a vu d'ailleurs aussi à la Jonchère. Et donc, ça nous permet d'aller plus vite et plus loin, même si c'est peut-être peu par rapport au volume très important des financements publics. Ça permet de diversifier et c'est très important. Et puis, Sonia l'a dit, ce mécénat, c'est aussi une rencontre. Donc avec Martel, on se rencontre autour de savoir-faire d'exception, des savoir-faire qui viennent de très loin et qui, on l'espère, vont aller très loin aussi. Et donc, ces 2 dernières années, on a essayé de travailler ensemble, effectivement, sur ce mécénat de transmission, avec des projets un projet en particulier, celui de la Jonchère, de l'arboretum de la Jonchère, qui a une forte dimension recherche et développement. L'idée, c'est effectivement de partager des connaissances et puis de porter aussi ces connaissances à d'autres, de les partager aussi avec le grand public. Donc ce projet de l'arboretum de la Jonchère, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un arboretum historique. Est-ce que vous connaissez l'arboretum de la Jonchère? Qui le connaît? Il se trouve en Haute-Vienne, pas très loin de Limoges. Et donc c'est un arboretum historique qui a été créé fin 19e, avec beaucoup de très très grands arbres, des essences des 5 continents, mais beaucoup de
de très grands arbres nord-américains. Donc c'est déjà spectaculaire à découvrir. Et donc grâce au soutien de Martel, on a adjoint à cet arboretum historique un nouvel espace de plantation, de tests. Donc plus de 2000 arbres de 50 variétés différentes. Et donc c'est un vrai laboratoire à ciel ouvert qu'on va suivre pendant plusieurs années, au début pour que ça reprenne, et puis ensuite pour voir comment ça pousse, comment les arbres se conduisent. Voilà. Et donc ça nous permet effectivement de faire ce type de projet d'envergure et puis de communiquer vis-à-vis de tous sur ces sujets importants. Au-delà effectivement de l'importance de préserver la forêt pour plein d'aspects, c'est important également pour la santé mentale. Ça a été prouvé par plusieurs études. Une petite balade en forêt fait beaucoup de bien et il ne faut pas hésiter à y aller, notamment à l'Arboretum. Sonia Lehmann, dernière question avant de passer à la deuxième conversation. Ça va très très vite. Je voulais savoir si on comprend bien que ce partenariat n'est pas fondé sur des intérêts économiques directement perceptibles, bien évidemment. En quoi il s'inscrit dans la stratégie plus large de votre groupe? Alors, je l'ai dit, il y avait beaucoup d'échos sur... donc notre stratégie de développement durable, sur le volet environnement, s'articule autour de 2 axes. Un axe préserver nos terroirs, donc j'ai évoqué un petit peu en quoi ça s'inscrivait très naturellement dans cet axe-là. Et un axe plus circulaire, où on met en œuvre des plans d'action pour réduire la consommation de ressources et puis décarboner notre activité. Et donc ce qu'on fait sur le bois commence dans les forêts, mais se poursuit aussi dans nos ateliers. Et on a notamment un atelier de tonnellerie avec 6 artisans tonneliers qui réparent les barriques en remplaçant les douelles qui sont abîmées. Et donc l'ensemble... Pour celles et ceux qui ne savent pas, les douelles, c'est... on le voit bien dans le film. Vidéo, ouais. C'est les lamelles de bois qui constituent la barrique. Et donc les barriques qui sont abîmées, on utilise les douelles qui sont en bon état pour réparer d'autres barriques. Et celles qui sont en moins bon état, on les utilise dans les bras zéro qui, pareil, on l'a vu, sont utilisés pour fabriquer les barriques. Donc l'ensemble est utilisé. Donc, ça illustre les efforts qu'on fait. Et bien sûr, il y a d'autres efforts qui sont faits sur la trajectoire carbone, sur les principaux postes, qui sont l'amont agricole, la distillation pour Martel, les emballages et puis le transport. Mais il y a aussi un enjeu de cohérence et c'est aussi pour ça qu'on a ce partenariat de long terme. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que sur la Maison Martel a 300 ans et les projets qu'on lance aujourd'hui avec l'ONF et certains qu'on mène aussi sur la recherche variétale, c'est des projets où la vitiforesterie, par exemple, on le fait, on n'en verra pas les fruits de notre vivant, mais on les fait vraiment dans une démarche de long terme pour transmettre le patrimoine dont on a hérité et qu'on va laisser aussi à l'avenir. On vous souhaite que ce partenariat dure encore 10 ans ou alors 300, c'est à vous de choisir. Merci à toutes les deux, c'est passé extrêmement vite. Vous pouvez donc rejoindre votre petite place devant. Je vous avais dit qu'il y avait 2 conversations distinctes, donc évidemment, les 2 s'enchaînent. Merci beaucoup pour cet exemple de la façon dont, justement, du coup, public et privé peuvent s'associer dans le cadre. On voit qu'il y a une rencontre humaine également pour le bien commun. Autre exemple, autre forêt, à présent, celle qui est située à peu près 170 km d'ici. J'ai nommé la forêt de la Voisine à Clairefontaine. Alors, on n'a pas de vidéo, mais on a quand même 2 personnes différentes qui vont monter sur scène pour en parler. Celle-ci, la forêt de la Voisine, fait l'objet d'une attention toute particulière de la part de Pernod Ricard. On va comprendre pourquoi grâce à nos 2 prochains intervenants. Je les vois, ils sont là. Morgane Hivergnot, vous pouvez l'applaudir, directrice Nature et Climat chez Pernod Ricard. Bonjour Morgane, installez-vous. Et puis Benjamin Dardemar, le cofondateur de Biota, il vous racontera ce qu'il fait mieux que moi. Allez-y Benjamin. Merci pour eux 2. Alors, première question pour vous, mais j'allais dire même punition pour votre collègue tout à l'heure. Première question, en quoi, pour vous, dans votre activité, pourquoi aller vers des initiatives de préservation de la forêt? En quoi c'est important dans votre poste à l'heure actuelle?
Alors, très bonne question, et je vais peut-être faire un pas de côté par rapport à cette question-là pour expliquer un petit peu la vision autour des terroirs du groupe Pernod Ricard. Sonia a un petit peu évoqué la stratégie qui s'intéresse à la régénération des terroirs. Donc évidemment, le groupe dépend fortement de la richesse des terroirs et de la bonne santé des terroirs pour produire les vins et spiritueux. Donc on a une dépendance majeure sur laquelle on mise pour pouvoir concevoir nos produits et qui, de fait, doit rester le plus... Ces terroirs-là, en fait, doivent rester vivants et les cycles biologiques doivent rester actifs. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la régénération. Donc aujourd'hui, et ça fait le lien aussi avec l'autre pilier dont Sonia a parlé, qui est la circularité, on essaye de mettre en place des visions circulaires. Et je vais aussi reparler un petit peu de la mosaïque qu'on essaye de développer aussi sur ces terroirs-là. Donc un terroir, chez Pernod Ricard, c'est un espace, une zone au sein de laquelle on puise nos ingrédients et qui nous permet de s'intéresser à un écosystème relativement homogène par son climat, par ses types de sols, par son paysage, par les savoir-faire aussi des communautés, par le système socio-économique qui est présent. Donc on s'intéresse à toutes ces composantes de ces terroirs pour pouvoir travailler la régénération et la résilience sur le long terme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mosaïque. Sur cette mosaïque, on a donc une complémentarité des écosystèmes, on va dire, domestiqués, agricoles, et des écosystèmes naturels, qui sont intimement liés. Pour avoir un écosystème agricole en bonne santé, on a besoin d'avoir des écosystèmes naturels à côté qui sont également en bonne santé. Et c'est lié pour des questions de cycle biologique, du vivant, je l'ai dit. Donc le cycle, par exemple, la chaîne alimentaire. Donc comment on s'assure que les maladies, les ravageurs sont attrapés par des prédateurs qui sont aussi présents parce qu'ils ont leurs habitats à proximité. On a aussi le cycle de l'eau qui est fondamental pour produire les ingrédients et qui est aussi très dépendant des écosystèmes naturels qui sont présents à côté. Donc on a fait ce constat-là de se dire que cette maille d'action, la maille des terroirs, était très intéressante. Et donc vous avez, qu'on comprenne bien, divisé un certain nombre de vos activités sur des terroirs en France et ailleurs, je suppose, pour à chaque fois accompagner la production d'un ingrédient essentiel à vos produits. C'est bien ça? Exactement. Et vous étudiez l'ensemble de la chaîne sur chacun des terroirs? Exactement. D'accord. Donc, avant de plonger dans un projet en particulier, cette étude, elle s'intéresse à ce qu'on appelle les types de pression que le groupe va pouvoir poser sur un terroir dans un système agricole, quand on utilise des pesticides, c'est une forme de pression. Quand on irrigue, c'est une forme de pression. Quand on a des systèmes, par exemple, en monoculture, c'est une forme de pression. Pour tout un tas de raisons, on peut aussi avoir des émissions de gaz à effet de serre majeures liées à la fertilisation, par exemple, ou à l'utilisation des machines. Donc ça, c'est les formes de pression que le système agricole pose sur un écosystème. Mais on a aussi beaucoup de vulnérabilité en même temps. Donc c'est cet équilibre entre les pressions et les vulnérabilités qu'on essaie de travailler en profondeur. Donc les vulnérabilités, effectivement, c'est le fait qu'on soit très très fragile aux effets du changement climatique, aux différents stress hydriques. On peut aussi être pénalisé par une mauvaise qualité de l'eau, par des ravageurs, par plein de choses. Donc c'est cet équilibre des chaînes et des cycles biologiques qui nous intéresse dans cet équilibre, encore une fois, entre les pressions et les vulnérabilités. Donc, ce qu'on cherche à faire avec tous ces travaux de connaissance approfondie de ces terroirs, c'est où sont les pressions, en quoi on est responsable de ces pressions-là et à quel niveau, et en même temps, quelles sont les vulnérabilités. Et quand on met ça en parallèle, ça nous permet d'identifier les leviers d'action à travailler en particulier pour un terroir. Et c'est pour ça qu'on a vraiment des projets sur mesure pour chacun des terroirs, parce que ça va vraiment dépendre des contextes locaux. Oui, ça ressemble à de la haute couture, là, ce que vous définissez. Et dans ce cadre-là, évidemment, les forêts sont un maillon essentiel d'un certain nombre de ces terroirs-là. Et parmi ces forêts, je l'évoquais, il y a donc la fameuse forêt de Clairefontaine, sur laquelle, avec Benjamin Dardemar et son entreprise Biota, vous expérimentez un certain nombre de choses. Alors Benjamin, il va falloir que vous nous expliquiez déjà ce que c'est que Biota et ce que vous faites dans cette forêt.
Oui, alors Biota est un opérateur de projet biodiversité que nous avons créé avec Emmanuel Aubé, avec cette idée de départ, c'est que la connaissance du changement climatique, de ses risques, ne suffisait pas à mobiliser les entreprises ou les citoyens. Donc il fallait trouver une autre approche. Donc on s'est dit qu'on allait monter des projets biodiversité en milieu agricole et forestier pour que les personnes sentent mieux leur avantage, leurs bénéfices, parce que là, quand on parle de biodiversité, on parle plus de quelque chose que les gens comprennent, c'est plus local, c'est plus expérientiel que le climat fin de siècle ou international. Donc on a monté des projets biodiversité avec des projets de création d'infrastructures agroécologiques, donc sur les parcelles des agriculteurs, avec les agriculteurs, des projets de réparation environnementale, donc c'est du génie écologique, et enfin des projets de gestion de sites, de gestion durable des forêts, comme nous le faisons avec Pernod Ricard dans la forêt de la Voisine, qui est comme vous l'avez dit, à l'ouest de Paris. Alors est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu, cette forêt? Qu'est-ce qui s'y passe et qui y vit? Alors, des gens super sympas. On parle de vivants quand même, donc on peut... Non, mais c'est important. C'est une forêt qui est remarquable de par sa biodiversité, de par l'histoire telle que l'humain l'a façonnée. Il y a des espèces rares qui sont sur ce site. Il y a des tourbières, il y a une diversité de paysages, donc une diversité d'habitats et donc une diversité d'espèces végétales et animales qu'il faut absolument préserver. L'idée, ce n'est pas de dire que si on ne faisait rien, ça serait bétonné. Non, ça resterait quelque chose de naturel. Mais ce que l'on cherche à atteindre, c'est la préservation d'un patrimoine naturel, d'un patrimoine culturel, d'une relation des humains avec le vivant telle que nous, on nous l'a transmis. Donc, et ce qui est très intéressant avec le groupe Pernod Ricard, qui a aussi une approche familiale, patrimoniale, c'est qu'ils vont chercher à transmettre. Et donc, c'est pas de dire si on fait rien, il faut laisser la nature telle qu'elle, parce que si on ne fait rien, il y aura moins de variété. Des mares vont s'assécher, et donc ça deviendra une forêt beaucoup plus moins diverse. Et donc notre rôle à nous, c'est de mettre en place des actions que je vais vous décrire, mais qui ont pour but de garder cette biodiversité, voire de l'augmenter et de la garantir malgré le réchauffement climatique. Justement, Morgane Hivergnaux, quelles sont les mesures concrètes dans ce projet sur cette forêt que vous avez menées ou que vous co-menez avec Benjamin Dardemar? Alors, je ne vais pas pouvoir parler de mesures concrètes, parce que c'est exactement pour cette raison qu'on a le partenariat avec Biota. Mais l'objectif, c'était de construire ensemble. En tout cas, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va s'appuyer sur des gens dont c'est le métier, des spécialistes, parce qu'on ne peut pas être spécialiste sur nos 350 terroirs. Et donc, l'objectif, c'était de travailler sur la résilience à long terme. Comme l'a dit Benjamin, c'est un patrimoine pour l'entreprise. On va essayer de faire en sorte que ce patrimoine prenne de la valeur, en tout cas, malgré les pressions dont je parlais tout à l'heure et les vulnérabilités. On essaye de valoriser et de développer cette valeur foncière de la forêt. Et donc, l'idée, ça a été de repartir de l'état actuel de la forêt, identifier où étaient les fragilités dans cette forêt-là pour pouvoir aller, grâce à l'expertise forestière, chercher les bonnes pratiques pour développer, encore une fois, ces bénéfices. Et on en reparlera tout à l'heure de la façon dont on va les valoriser, mais les bénéfices de la forêt. Enfin, les bénéfices et les... Mais justement, on parle de résilience et de régénération. Est-ce qu'il y a des choses concrètes que vous mettez en place pour aller vers ça? D'abord la résilience et ensuite la régénération, peut-être. Oui, sur la régénération, alors le premier panel avec l'ONF parlait de régénération naturelle, qui est quelque chose qui est connu, mais la façon de le faire, si on veut faire une plantation, le taux en France, c'est à peu près de réussite d'une plantation, c'est 40%. Donc on a tout intérêt, ça coûte plus cher et c'est pas sûr de réussir, donc on a tout intérêt à favoriser la régénération naturelle. Et donc très très concrètement, par exemple, il y a de la fougère aigle qui est une espèce envahissante qui va empêcher cette régénération naturelle. Elle va empêcher, par exemple, les petits chênes de pousser. Et donc, nous, on va avoir une action, on va taper, on va battre cette fougère. On ne va pas la tuer, on va la fatiguer pendant plusieurs années pour qu'elle
les chênes et assez de lumière, accès à la lumière, ils puissent pousser, le temps qu'ils soient assez grands et cette régénération naturelle soit faite. On ne prétend pas, c'est pas Biota ou Pernod Ricard qui ont fait la régénération naturelle, mais on l'aura favorisé, on l'aura permis. Ça, c'est une action très très concrète. Vous donnez un coup de main, littéralement. On donne un coup de main. Alors on donne un coup de main. Un coup. Alors avant, ça se faisait avec des bâtons. On tapait la fougère. Là, on passe avec une petite machine légère. Donc l'une de nos innovations, c'est pas une personne sur une grosse machine qui va intervenir dans la forêt. On va créer de l'emploi avec des personnes qui vont, avec du petit matériel, intervenir de façon, là aussi, un petit peu de la dentelle, pour ne pas tasser les sols, pour ne pas faire trop de bruit, de ne pas perturber la faune. On va respecter le calendrier aussi, pas intervenir pendant les périodes de reproduction. Donc c'est un travail alors qui a plein d'avantages parce que on crée de l'emploi. Enfin, ça demande plus de travail humain, moins de machines. Finalement, c'est pas plus mal parce qu'on arrive à concilier une approche humaine et une approche écologique. Donc ça, c'est un élément. Un autre élément, les mares, s'il y a des mares, vous voyez les arbres qui poussent dedans. Si on ne fait rien, la mare, elle va s'assécher, donc elle remplira plus sa fonction d'habitat pour une certaine partie de la biodiversité. Donc on va enlever des arbres pour que on va faire des aménagements autour de cette mare pour qu'elle reste une zone de forte biodiversité. On va, donc j'ai dit favoriser la régénération naturelle. On va aussi créer des zones de sénescence. Ce sont des zones où finalement on va laisser le bois mourir pour servir d'habitat pour d'autres espèces. Et bien ça, si vous êtes dans une gestion purement productiviste en termes de création de bois, vous voyez la forêt comme un champ à cultiver, eh bien vous n'allez pas faire ça. Donc c'est une innovation. Alors c'est pas nous qui avons inventé la création de zones de sénescence, mais on va utiliser et transmettre des compétences qui, elles, malgré tout, sont pas si répandues que ça. Oui, il y a un certain nombre de savoirs aussi, effectivement, à transmettre autour de cette gestion de la forêt. On a l'impression que vos interventions, elles se font presque en pointillé. On n'est pas sur une gestion telle qu'on peut se l'imaginer avec, effectivement, une intervention humaine quotidienne, régulière, qui va intervenir sur de la coupe, sur du... Voilà, c'est vraiment quelque chose de très léger, si je comprends bien. C'est léger alors c'est intensif en termes de travail. Bien sûr. En temps de travail, mais là aussi, c'est une vision de la relation de l'humain avec la nature. C'est-à-dire que il y a des personnes qui pensent que ce qu'il faudrait faire pour la nature, c'est d'empêcher les humains de venir. Non, nous, là, on voit bien comment l'humain et la nature peuvent coopérer. Enfin, l'humain est dans la nature, mais comment l'humain et la forêt peuvent coopérer, aider la forêt à s'adapter à ce changement climatique, notamment avec la régénération naturelle. Et comment on mesure les impacts, Morgane Hivergnot, de positifs, je l'espère en tout cas, de ce type d'action sur cette forêt, comme peut-être un petit peu plus généralement sur les projets que vous menez de régénération. On sait que la mesure, c'est vraiment une question importante dans vos métiers et qui vous travaille. Donc comment vous faites pour mettre en place des outils de mesure ? Alors c'est très émergent. On a fait tout ce travail déjà sur l'agriculture régénératrice où on a un cadre avec une association entre les pratiques agricoles agroécologiques et les impacts qu'elles peuvent générer, qu'on souhaite développer aussi sur le volet régénération des écosystèmes naturels. Donc ça se fait en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. On va démarrer un travail de recherche sur 3 ans avec un doctorant qui va nous permettre de créer ce fameux cadre, le lien entre les pratiques et les bénéfices environnementaux, sociaux et socio-économiques aussi, puisque jusqu'au bout, comment un groupe privé peut valoriser cette création de richesse. Et donc ce travail passe par un inventaire de départ. Alors on a fait des simulations sur les stocks de carbone, par exemple, parce que c'était ce qu'on connaissait le mieux. On peut aussi travailler avec des écologues, donc ça peut être avec Biota, par exemple, sur site, pour essayer de voir un petit peu quelles sont les espèces indicatrices qui sont présentes ou pas, et en quoi les pratiques pourront attirer à nouveau ces espèces indicatrices et à quel
niveau d'abondance. Donc ça, c'est un petit peu le cadre sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui pour mesurer les bénéfices qu'on souhaite atteindre grâce à ces pratiques-là. D'accord. Et de votre côté, Benjamin Dardemar, sur la mesure de l'impact et surtout peut-être sur le long terme, c'est-à-dire que c'est quand même vous disiez les chênes qui poussent, les petits chênes qui poussent, ils prennent un petit peu de temps à pousser. Donc comment vous mesurez ça sur le long terme? Tout à fait. On va dire, une approche traditionnelle et une approche un peu plus innovante. L'approche traditionnelle, c'est effectivement de faire venir un bureau d'études spécialisé qui va faire une situation initiale avec, comme l'a dit Morgane, des espèces, alors on appelle parapluies, très pratique en ce moment, des espèces parapluies qui prouvent que si elles sont là, ça veut dire qu'il y a des espèces aussi dans la chaîne alimentaire en amont, en aval, et donc on va les repérer. Donc ça nous permet de faire une situation initiale en plus de tout ce que le parc naturel aura pu faire de son côté ou d'autres connaissances que l'on aura de la région. Donc il y a déjà une situation initiale. Et puis avec Pernod Ricard, nous sommes engagés dans l'organisation pour les certificats biodiversité. Et cette organisation a pour but de trouver une méthode basée sur le calcul de gains biodiversité à partir d'actions. Je reprends. Donc on établit en fait des listes de bonnes pratiques pour la biodiversité. Alors une grille par écosystème. Donc par exemple en agriculture ou en forêt, on fait une liste. Nous opérateurs, nous faisons des listes de voilà, on va gérer comme ça la forêt avec telle et telle et telle action. Cette liste d'actions va être envoyée d'ici la fin de l'année à un consortium scientifique de plus de 200-300 scientifiques qui vont par consensus d'experts, donc ils vont se mettre d'accord en gros entre eux pour dire ces actions-là devraient générer tel gain biodiversité. D'accord. Et donc c'est scientifique, c'est un avis scientifique indépendant, mais c'est quand même un avis scientifique sur des gains à partir d'actions concrètes. Et donc pour le projet de Pernod Ricard et de Biota à la voisine, on pourra à la fois compter sur la méthode traditionnelle où on fait une situation initiale puis une situation tous les 5 ans, et c'est très très bien. Et en même temps, on fera cette approche de gains estimés à partir des actions. D'accord. Donc c'est deux approches complémentaires. Alors ça, c'est sur la mesure d'impact biodiversité. On va mesurer aussi l'impact en création d'emplois, en nombre d'heures de formation professionnelle. Voilà, on va essayer de, bien sûr, on a parlé de carbone. L'objectif, c'est d'avoir une vision intégrale de l'impact de ce projet. Et on sent bien qu'il y a une dimension effectivement presque holistique sur la façon de considérer cette forêt spécifique dans l'ensemble du territoire. Justement, pour revenir à cette notion de territoire et de terroir, Morgane Hivergnot, cette forêt-là, elle a une dimension particulière pour le groupe sur un territoire donné. Alors, elle appartient à la famille, déjà. Donc, c'est un laboratoire. En fait, on peut se permettre de faire des choses parce que c'est des terres sur lesquelles on gère directement les pratiques et les actions. Donc, ça nous permet de tester des choses. Peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas, on teste. On apprend. Et c'est aussi un lieu de formation dans lequel on reçoit énormément de public et ça nous permet aussi, nous, d'expliquer un petit peu ce qu'on fait, d'expliquer pourquoi on le fait. Donc, l'objectif final, c'est d'être rassuré sur la voie qu'on souhaite prendre de façon à pouvoir dupliquer après, derrière, ces initiatives-là dans d'autres écosystèmes, dans d'autres terroirs. Alors, j'avais encore plein de questions, mais je sens que la salle bruisse un petit peu. Est-ce que vous avez des questions? Et si oui, il nous reste quelques minutes pour que vous les posiez. Donc, je me permets vous avez des micros que vous pouvez saisir. Si vous voulez vous présenter, poser des questions à Morgane ou Benjamin sur cette question spécifique. Je vois quelqu'un qui se lève, mais c'était plus pour partir que pour poser une question. Bonne journée à vous. Non, toujours pas. Moi, je peux continuer du coup à poser mes questions. Si, il y a juste un micro derrière. Je suis désolé, il va falloir vous déplacer parce qu'il n'y a personne pour le faire passer. Voilà. Et si vous pouvez simplement vous présenter juste avant de poser votre question. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. J'avais une question qui est liée au travail avec le travail avec ces forêts. Est-ce qu'il y a une logique aussi de compensation carbone? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, oui. Est-ce qu'il y a une logique de compensation carbone ou est-ce que vous êtes déjà passé à autre chose? Alors, on a fait le choix de ne pas passer par là. On a fait le choix, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec Biota au départ parce qu'il y avait des débats sur la compensation carbone, la compensation biodiversité. On a fait le choix de ne pas passer par la voie de la compensation. On estime qu'on a d'abord une responsabilité de réduire nos émissions, d'abord.
Et on a la chance d'avoir des liens très très forts avec la terre et de pouvoir travailler sur la séquestration au sein de nos terroirs et au sein de nos filières d'approvisionnement. Donc c'est pas la volonté du groupe de passer par des systèmes de compensation. Et Biota refuse de faire de la compensation carbone, ce qui ne nous empêche pas de calculer, de faire des estimations à partir de données scientifiques, de dire voilà, il y a tel stock de carbone dans le sol, ça va être dans notre mesure d'impact, mais ce n'est pas ce que l'on vend. Biota ne vendra jamais de compensation carbone. Voilà, je crois qu'il y a quelques soutiens de ce positionnement. Il y a même eu un du petit coup, whoop et on loupe plein d'opportunités business. Encore hier, un grand groupe nous a dit vous voudriez faire de la compensation carbone. Jamais, jamais, jamais. Venez faire des opérations pour la biodiversité. Ça sera aussi bon sur le climat si c'est vraiment votre objectif. Une petite question, monsieur. Vous pouvez peut-être passer le micro derrière vous, madame. Merci beaucoup. Essayez juste de vous présenter, si vous voulez. Michel Abadi, je suis dans le risque chimique. Très bien. On dirait que ça ne sent pas bon, la compensation carbone. Comment dire, il me semble que les certificats carbone permettent quand même de financer en fait, la régénération de forêts. Et que c'est la régénération de ces forêts, quand elle est faite suivant les bonnes pratiques, elle est vraiment source d'amélioration de la biodiversité. En fait, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a une espèce de conflit, semble-t-il, ou bien de choix entre le... Il y a une discussion autour de ce sujet. Conflit est un grand mot, quand même. Et juste pour finir, à la limite, par rapport à tout ce que fait Pernod Ricard, que vous avez mesuré, en quoi le fait en quoi les certificats qui de toute façon n'ont pas réellement de valeur financière, en fait, auraient gêné en fait dans l'approche, quoi. Benjamin. Voilà. Alors déjà, je précise, quand on dit Biota ne fait pas de compensation carbone, on n'interdit pas à d'autres de le faire. Mais nous, on pense qu'il faut vraiment, vraiment mettre le focus sur la protection de la biodiversité, qui aura aussi un impact carbone. Après, une façon de peut-être un peu rapide de répondre, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur ce sujet, qu'il y a beaucoup de débats, et rien que pour ça, c'est une bonne raison aussi de le faire, alors qu'il n'y a pas de problème sur les projets biodiversité. Quand vous avez un sujet où tout le monde s'attaque à ce sujet, et un autre où on peut créer un consensus, il est logique que Biota privilégie une approche plus consensuelle des scientifiques, des grands groupes, des opérateurs et des gens sur le terrain qui vivent dans ces communautés. Donc une approche qui est géniale, une approche qui est conflictuelle. Wow. Morgane, si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Non. Nous, on n'a rien contre ceux qui font de la compensation. Hein. On a la chance, nous, de pouvoir avoir des opérations directes auprès d'agriculteurs, auprès d'écosystèmes naturels. Et donc, l'objectif pour nous, c'est d'avoir la garantie qu'on maximise les bénéfices, que ce soit des bénéfices environnementaux, sociaux, sur le carbone, comme sur la biodiversité, comme sur la ressource en eau. Et donc, on veut avoir cette vue-là. On ne veut pas dépendre de choses qui se seraient faites à l'autre bout du monde et sur lesquelles on n'a pas forcément la maîtrise des équilibres sur les terroirs. On comprend bien la logique jusqu'au bout que vous menez. Est-ce qu'on a une dernière question potentiellement à prendre? J'ai cru voir une main là-bas se lever. Oui, monsieur. Désolé, il va falloir que vous... Voilà. Merci. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour. Kevin Benamou, consultant sur le sujet de transformation écologique. J'ai une question sur la notion de terroir que je trouve super intéressant quand on se projette dans le temps. C'est-à-dire que c'est super bien de les préserver, mais on peut imaginer que dans 10-15 ans... la qualité du raisin ne sera pas la même et donc le goût des produits à la fin ne sera pas la même. Et donc de savoir comment vous anticipez ça et où est-ce que vous mettez l'arbitrage entre l'attachement au territoire et la qualité historique et le goût historique des produits que vous avez l'habitude de faire. Alors on a travaillé sur des planifications climatiques. On essaie de modéliser les impacts futurs du climat sur nos terroirs, pour essayer de mesurer l'ampleur du risque déjà et d'essayer de voir effectivement si les populations d'arbres et de vignobles se déplaceront dans le temps. On a aussi des travaux menés par certains de nos vignobles sur le lien organoleptique entre le terroir et le profil sensoriel et notamment en lien aussi avec les pratiques d'adaptation, parce que l'idée, notamment sur des vignobles, c'est très ancré dans un territoire. On ne va pas déplacer la zone de Cognac pour faire du Cognac. On dépend de ce terroir-là. Et donc, c'est en quoi on peut adapter le terroir avec des pratiques de viticulture régénératrice, par exemple, et en quoi ces pratiques peuvent avoir ou pas un impact sur le profil sensoriel du Cognac, du Champagne, etc. Donc ça, c'est des travaux qu'on mène. Mais c'est certain que c'est un sujet qui nous intéresse fortement.
à la fois sur les terroirs, comme je l'ai dit, qu'on ne peut pas déplacer, mais aussi sur d'autres ingrédients qu'on utilise dans d'autres marques du groupe qu'on peut demain ne plus avoir parce que les changements climatiques seront trop violents et donc on devra trouver des alternatives, soit grâce à nos marques, soit grâce à la magie de la technologie, mais ça, on n'y croit pas trop. Donc En tout cas, un certain nombre d'innovations sont déjà en cours sur la façon de régénérer un certain nombre de terroirs. Merci à vous deux de nous avoir accordé un petit peu de votre temps, de nous avoir expliqué. Puis sur cette question, Sonia Lemann, je pense, restera un petit peu et sera peut-être en mesure de vous répondre, restera un petit peu dans la salle. Merci à toutes et tous. merci.